réponse. Bonjour à tous. Merci aux différents intervenants pour leur présentation très intéressante. Et on a effectivement une série de questions. On va essayer d'en répondre à quelques-unes sur les 15 minutes qui nous restent. Du coup, je vais commencer avec une question pour Gabriella. Vous avez parlé des circuits monobranches et double branche. Et on voudrait savoir s'il y avait un type de circuit qui était plus recommandé que l'autre. Oui, bonjour. Oui, les monobranches, je pense que c'est pour la ventilation invasive, mais normalement, pour les patients COVID, ça qu'on a, ou au moins ça qu'on a approvisionné, c'est les circuits double branche. Mais s'il y a un médecin, la partie clinique ici, et pour compléter aussi cette réponse-là, ça sera magnifique. Ok, merci. Je vais poser maintenant une question à Farid. Pour les pays en développement, est-ce qu'il y a un risque à recevoir des équipements de ventilation non invasive en don? Des équipements d'occasion, du coup? Des équipements pardon, excuse-moi, tu peux répéter? Des dons d'équipements de ventilation non invasive en don? Est-ce qu'il y a un risque peut-être C'est-à-dire, on de parle de ventilateurs. contamination? Ah, un risque de contamination, oui, effectivement. Donc, il faut absolument. Donc, ils sont utilisés en routine, nous aussi, dans nos hôpitaux, sur des patients différents, et on procède à un certain nombre d'opérations de désinfection entre chaque patient. Et ça sera le cas, effectivement, si on doit en faire don à qui que ce soit, ils seront désinfectés préalablement. Donc, c'est pas. On ne dit pas qu'il n'y a pas de risque, mais c'est le même risque qu'on prend chez nous tous les jours à l'hôpital lorsqu'on passe d'un patient à l'autre. Donc, pas de risque a priori supplémentaire que celui qu'on prend tous les jours à l'hôpital. Je ne sais pas si ma réponse était claire. Oui, je pense, très clair. Peut-être une autre question en lien avec ces procédures de nettoyage. Concernant la maintenance de ces équipements, est-ce qu'il y a un produit de nettoyage qui est recommandé? Un type de produit? Alors là, moi, je ne suis pas le spécialiste de ça. Peut-être qu'il faudrait s'adresser soit aux médecins, soit au personnel soignant qui font partie du webinaire. Mais a priori, nous, bon, on utilise des produits détergents classiques type Surfagnos, à ma connaissance, hein, pour les surfaces. Et après, pour les valves, dans la mesure où on a des filtres intégrés sur nos ventilateurs, en changeant le circuit pour chaque patient et les filtres inhérents au traitement de chaque patient, ben, on se prémunit des contaminations croisées. Si c'était ça la question. Ok, merci. Peut-être qu'on peut rebondir effectivement Madame, et poser la question à Dr Fatimata. Est-ce que vous avez des recommandations en termes de type de produit que vous utilisez pour décontaminer les équipements? Pour la désinfection des équipements, c'est le service de biotechnique qui s'en occupe. Je vais peut-être compléter, c'est Dr Touré, professeur Touré. Ah, bonjour, professeur. Si vous le permettez. Bien sûr. Oui, bonjour. Bonjour et merci de me donner la parole. C'est vrai que nous avons, au niveau de la réanimation, c'est exactement comme l'a dit Monsieur Benagou, c'est un circuit, ce sont des circuits jetables et des filtres qui sont utilisés. En pneumologie, on a de temps en temps des circuits jetables, mais pour les circuits et les masques réutilisables, ce qu'on utilise comme produit, c'est aussi les produits d'Agnos pour la stérilisation. Ce sont les mêmes types de produits aussi qui sont plus ou moins utilisés dans le cadre de la stérilisation des machines de fibroscopie, etc. Donc, c'est souvent ce type de produits qu'on utilise et qui sont adaptés. On prend les types qui sont adaptés au circuit de ventilation et pour les masques. Voilà. Et c'est vraiment des choses qui sont discutées, comme l'a dit Dr Mbaye, avec le service de maintenance pour voir parmi les produits qui sont proposés, lesquels sont adaptés pour chaque type d'appareil et de machine. Voilà. Okay, merci. Merci.
Peut-être toujours pour vous, docteur réanimateur, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le mode ventilatoire qui est le plus adapté à un patient Covid pour vous? Ce qui est le plus utilisé, ce que nous utilisons et que même les réanimateurs, en rediscutant avec eux, c'est vraiment le mode CPAP qui est vraiment utilisé. Très peu le BiPAP. Donc, beaucoup de CPAP. Et en pneumologie, malheureusement, on n'a pas les systèmes les plus simples. On a des respirateurs. Et les respirateurs qui sont utilisés, c'est toujours le mode CPAP. Parfois, VS aide. Il y a deux appareils de Boussignac que la réanimation a pu acquérir et qu'ils utilisent de temps en temps. Donc, ils ont également les détendeurs d'oxygène à très haut débit, jusqu'à 30-40 litres, qu'ils utilisent en première intention avant d'aller au Boussignac ou au respirateur. Mais surtout mode CPAP. Ok, merci beaucoup. Peut-être une question très technique pour Farid. Pour les valves de Boussignac, vous mentionnez jusqu'à 20 litres par minute. On obtient une FiO2 à 70% ainsi qu'une PEP. Est-ce que la pression de la source d'oxygène a une incidence pour obtenir cette PEP? Tout à fait, effectivement. Tu fais très bien, Mélanie, de le rappeler. Je n'ai pas parlé de la pression, effectivement, d'entrée nominale pour faire fonctionner ces systèmes. On est entre 3, en fonction des systèmes, entre 3,5 et 4,5 bars. Alors en PSI, je ne me rappelle plus ce que ça fait. Je crois que c'est entre 40 et 50. Mais je crois qu'en Afrique francophone, on parle en bars aussi. Donc on est entre 3,4 et 4,5 bars en fonction des systèmes. Et c'est important d'avoir cette pression, sinon on ne peut pas faire fonctionner. C'est ce qui d'ailleurs ne permet pas l'éligibilité parfois de certaines sources d'oxygène. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement. Je pense que c'est assez clair. Alors, peut-être une autre question. Peut-être, il faudrait peut-être rappeler aux participants qu'ils peuvent répondre par écrit aussi. Moi, je me suis permis de répondre à certaines questions par écrit. Donc, pendant qu'on échange aussi, c'est possible aussi. Tout à fait. Alors, peut-être une autre question pour ce qui concerne la maintenance des respirateurs. Est-ce qu'il y a une formation à orienter spécialement pour les techniciens biomédicaux? Tout à fait, bien évidemment. Donc, ces formations, en général, elles sont dispensées par les fournisseurs, les fabricants eux-mêmes, puisque ces formations sont dépendantes de la technologie, du matériel utilisé, employé, et elles sont effectivement de la responsabilité en plus du fabricant. Effectivement, c'est très précis. Donc, en fonction des fabricants, vous avez des maintenances préventives obligatoires pour certains 1 fois par an, pour certains 2 fois par an. Et donc ça, il faut se rapprocher du fabricant et de son manuel technique et d'utilisation pour savoir, pour avoir ces informations-là. Voilà. Après, on peut effectivement proposer des formations génériques. Et là, il y a une pléthore, on va dire, d'associations professionnelles, d'ONG humanitaires comme la vôtre, par exemple, qui sont capables de proposer des formations génériques qui doivent se compléter, bien sûr, après par l'expertise du fabricant. Mais déjà, oui, comme première piste, se référer au manuel technique qui arrive avec les équipements, ça peut être un bon début pour savoir quelle maintenance et quel nettoyage il faut faire sur les équipements. Effectivement. Alors, une autre question qui vient d'arriver. Quand est-ce qu'il faut préconiser l'oxygénation au début par rapport à la ventilation non invasive? Et merci de rappeler quelles sont les contre-indications de ces deux techniques. Peut-être Farid aussi, si tu peux donner des pistes. Ben là, je serais plutôt d'avis de dire que c'est quand même plutôt du domaine médical à répondre. Là. Si le choix entre une autre technique de traitement, moi je peux expliquer la différence entre les deux techniquement, mais les indications entre une et l'autre technique, peut-être que c'est au médecin de répondre, je ne sais pas. Docteur Fatimata, peut-être que vous voulez répondre du coup. Oui. Oui. En fait,
D'après les réanimateurs, ils utilisent d'abord l'oxygénothérapie à haut débit. D'abord, l'oxygénothérapie à haut débit comme première intention en matière de ventilation. Et ça, c'est les réponses des réanimateurs, puisque nous sommes en train de nous former avec les réanimateurs. Nous ventilons avec les réa. Donc, c'est l'oxygénothérapie à haut débit d'abord, comme première option. Et tant que les paramètres du patient sont corrects et qu'on a une bonne saturation en oxygène, on continue. Et si l'état du patient commence à se dégrader, il passe à une autre option, c'est-à-dire la CPAP ou bien à la BIPAP. Donc, je pense que c'est les étapes en fonction de l'état respiratoire, du contrôle gazométrique et aller jusqu'à commencer à utiliser la ventilation avec CPAP ou BIPAP. C'est les éclaircissements que je peux apporter. Je ne sais pas si pour Nafi Touré a autre chose à ajouter. Non, je pense que tu as répondu. En fait, il y a juste des... je ne pense pas qu'il y ait vraiment des contre-indications. Il y a des précautions à prendre, surtout sur certains terrains, comme on l'a dit tout à l'heure, les terrains de cardiopathie non équilibrés, mais également, on a eu quelques cas de BPCO qui pourraient... pour lesquels certains problèmes peuvent survenir. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut faire avec beaucoup de prudence. Et connaître le terrain est important pour pouvoir choisir les paramètres à utiliser et jusqu'à quel niveau. C'est peut-être ce que je voulais rajouter. Moi, au niveau technique, voilà, je tenais à ce que ce soit les médecins qui se positionnent en premier, mais au niveau technique, je ne crois pas qu'il faille opposer l'oxygénation haut débit à la VNI, puisque conceptuellement, l'oxygénation haut débit est une technique de ventilation non invasive. Donc, effectivement, ça répond, comme on dit les médecins, aux différentes attentes et aux différentes pratiques aussi, des fois, et à la maîtrise et on va dire, aux habitudes, je dirais, médicales de chaque équipe. Mais toutes les deux techniques sont des techniques de ventilation non invasive qui ont des avantages et des inconvénients et qui peuvent proposer quasiment les mêmes effets sur des patients, sur certains patients. Donc, l'une et l'autre peuvent être aussi efficaces sur certains patients. Mais par contre, pour certains patients, peut-être qu'il faudra privilégier l'une à l'autre. Mais il ne faut pas, à mon avis, les mettre en opposition. Elles participent du même effet attendu. Voilà. Ok, merci docteur, merci Farid pour ces réponses, ces précisions sur cette question. Peut-être que je vais laisser la parole à Augustin pour terminer ce webinaire. Merci beaucoup Mélanie pour ces séances de questions-réponses. Eh bien, notre webinaire se termine par ici. Merci à tous nos intervenantes et intervenants pour la qualité de leur présentation. Je rappelle que toutes les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre aujourd'hui, leur seront transmises et les réponses vous seront communiquées par mail ces prochaines semaines dans un document synthèse. Pour rappel, vous pouvez trouver prochainement l'enregistrement de ces webinaires, comme c'est la demande de la plupart. Vous trouverez ça sur la chaîne YouTube de l'IFMBE et de IMATEM. Et les PowerPoints se présenteront sur le site de l'IFMBE. Alors, comme vous pouvez le lire, le prochain webinaire de cette série traitera des techniques de ventilation, cette fois-ci invasive, et aura lieu le vendredi 9 octobre à 14 h, comme on l'a fait aujourd'hui. Merci de circuler l'information dans vos réseaux médicaux et biomédicaux. Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux très prochainement lors de la prochaine activité. Je dis à très bientôt et merci à tous pour votre participation. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.